Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle plongée en profondeur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer un sujet qui change vraiment notre vision des choses. Pendant des décennies, l'image classique du directeur d'école, c'était celle d'un pur administrateur pédagogique, quoi. Hmm. Son monde se limitait globalement aux enseignants, aux élèves, aux bulletins de notes et bien sûr au programme scolaire. Mais aujourd'hui, on va voir que ce modèle-là, il est en train de voler en éclats. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et pour comprendre cette mutation, on s'appuie aujourd'hui sur un document d'une précision vraiment redoutable. C'est le module 1, intitulé Concept du partenariat en éducation. C'est un cours qui est central dans le Master MEF, donc le cursus qui forme au management des établissements d'enseignement et de formation. Et pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai le plaisir d'être avec notre expert maison. Bonjour Sam. Bonjour. Et merci de m'avoir invité pour cette session. Je suis ravi d'être là parce que ce document, il est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, il est crucial de s'arrêter un petit instant sur sa provenance parce que ça valide complètement son propos, en fait. Ouais, l'auteur a un profil assez impressionnant. Exactement. L'auteur, c'est Mahamadou Anchené. Et c'est quelqu'un qui allie parfaitement la théorie et la pratique du terrain. Il est doctorant en sciences de l'éducation à l'École normale supérieure de Niamey, mais, et c'est là que c'est intéressant, il est surtout inspecteur principal de l'enseignement. Donc qui sait de quoi il parle au quotidien, quoi. Bah voilà, c'est pas juste un chercheur dans son bureau, il connaît la vraie réalité des écoles. Et en plus, ce module, il s'inscrit dans un réseau institutionnel qui est très lourd. On y retrouve l'appui de l'ANSES, bien sûr, mais aussi de l'EUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et de l'Université Sangor. Qui est hyper reconnu en Afrique, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est une institution internationale majeure pour le développement sur le continent africain. Donc, on n'a vraiment pas affaire à une simple réflexion théorique un peu déconnectée. C'est un véritable manuel de survie opérationnel pour les futurs cadres d'éducation. Un manuel de survie, c'est exactement le terme. Parce que la mission de notre analyse aujourd'hui pour notre auditoire, ça va être de décoder tout ce jargon académique. On veut comprendre concrètement pourquoi l'école forteresse, l'école isolée, c'est fini. Et pourquoi ces alliances stratégiques sont le nouveau secret d'une éducation de qualité. C'est ça, c'est vraiment la fin de l'école isolée. Et le constat de départ du document, il est sans appel. La complexité croissante des systèmes éducatifs fait qu'aujourd'hui, plus aucun acteur ne peut agir en vase clos. Même pas l'État gémit. Surtout pas l'État, en fait. Les établissements scolaires doivent impérativement collaborer avec tout leur environnement. Les familles, les collectivités territoriales, la société civile. L'objectif profond de tout ça, c'est de mobiliser des ressources. Alors justement, quand on entend ressources, on a tout de suite le réflexe de penser à l'argent. On se dit direct, ah, ils ont besoin de financement, de subventions. Et c'est là qu'il y a souvent un malentendu. Bien sûr, l'aspect financier compte, mais le module insiste sur le fait qu'il s'agit tout autant de ressources matérielles, comme avoir des locaux décents, des ordinateurs, que de ressources humaines, du temps, des compétences, de l'encadrement. D'accord. Mais du coup, en lisant cette partie, je me suis fait une réflexion. On pourrait se dire que c'est juste une manière pour les autorités, pour les ministères, de se... De se défausser de leurs responsabilités. Voilà. De dire au directeur, débrouillez-vous pour trouver l'argent et le matériel. C'est une critique qu'on entend souvent, oui. Mais le document de Mamadou Antoché présente ça plutôt comme la seule réponse pragmatique face à trois défis majeurs et universels. Le premier, c'est l'accès à l'éducation. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants puissent physiquement aller à l'école. Physiquement, oui, mais aussi socialement. Il faut que l'école soit accessible. Ensuite, le deuxième défi, c'est la qualité des apprentissages. Parce que, et c'est une évidence, avoir des enfants entassés dans une classe, ça sert strictement à rien si les conditions ne permettent pas d'apprendre correctement. C'est clair. Et enfin, le troisième défi, qui est l'aboutissement logique des deux premiers, c'est la réussite scolaire. Et c'est là que le Master MEF entre en jeu. Ce qu'ils inculquent à leurs étudiants, c'est que créer ces partenariats, c'est devenu une compétence vitale. Un directeur qui s'isole, c'est la mort lente de son école. Ça met une pression énorme sur les épaules des futurs directeurs. Et ça nous amène d'ailleurs à décrypter un peu le vocabulaire hyper stratégique de ce manuel. Parce que c'est un vrai vocabulaire de manager, hein. J'ai adoré cette partie où il déballe le jargon technique. Par exemple, il fait une vraie différence entre un partenaire et le partenariat. Oui, il est très à cheval sur ses définitions, et pour une bonne raison. Pour moi, avant de lire ça, c'était quasiment des synonymes, quoi. C'est quoi la nuance exacte qu'il faut retenir? En fait, c'est très simple, mais ça change tout. Le partenaire, c'est l'acteur. Ça peut être une personne physique, comme un parent d'élève très investi,
ou une personne morale comme une ONG ou une mairie. Ok, donc le partenaire, c'est qui? Exactement. Et le partenariat, c'est l'action structurée, c'est la relation elle-même, le cadre formel dans lequel on va travailler ensemble vers un but précis. Et le document va plus loin en définissant le partenariat en éducation. Là, on intègre spécifiquement les parents, les collectivités, les entreprises, dans le but exclusif d'améliorer la qualité de l'enseignement. Mhm. Il y a aussi le terme coopération qui revient souvent. La coopération, c'est l'action de mettre en commun. C'est quand les partenaires partagent concrètement leurs compétences et leurs ressources au sein de ce partenariat. Et tout ça doit s'articuler autour d'une pièce maîtresse, ce qu'on appelle le projet d'école. Le projet d'école, oui, ils insistent lourdement là-dessus. C'est un peu le document stratégique ultime, c'est ça. La feuille de route. C'est la boussole de l'établissement. C'est le document qui définit ce qu'on veut améliorer. Si on n'a pas ce projet d'école clair, le risque c'est d'accepter n'importe quel partenariat juste parce qu'il y a de l'argent ou du matériel à la clé, même si ça ne correspond pas aux vrais besoins des élèves. Ce qui m'a vraiment le plus frappé dans ces définitions, c'est ce trio d'actions qu'ils doivent maîtriser. Le manuel parle de requête, de négociation et de plaidoyer. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis cru dans un manuel pour lobbyistes ou pour diplomates, pas pour des directeurs d'école primaire ou de collège. Ah mais c'est exactement ça. Le profil a muté. Si on prend la requête par exemple, ce n'est pas juste passer un coup de fil pour demander de l'aide. C'est une démarche administrative formelle. Il faut monter un dossier, formuler une demande de financement ou de matériel de manière professionnelle. Et la négociation alors? Parce que négocier, ça implique de lâcher du lest parfois. C'est toute la subtilité. La négociation, c'est rechercher un accord qui soit acceptable par tous. Le directeur va devoir trouver un terrain d'entente avec une entreprise locale ou une ONG, ce qui veut dire faire des compromis, tout en gardant, et c'est là toute la difficulté, le cap sur son fameux projet d'école. Il ne faut pas vendre son âme au diable en gros. Exactement. Et le troisième terme, le plaidoyer, c'est peut-être le plus fort politiquement. Oui, le plaidoyer, on dirait qu'on est au tribunal ou à l'Assemblée nationale. C'est un processus pour influencer les décideurs. Un directeur moderne, il doit être capable d'aller voir un maire, un conseiller régional et de faire un véritable plaidoyer politique pour obtenir des changements institutionnels ou des financements pérennes pour son école. Il doit convaincre. C'est fascinant. Pour aider l'auditoire à bien visualiser tout ça, j'aimerais qu'on parle du schéma qui est dans le cours. Le schéma simplifié du partenariat éducatif. Moi, quand je le regarde, je vois l'école placée exactement au centre, comme le cœur d'un réacteur, et elle est reliée directement à 4 gros satellites. Oui, le réseau en étoile. Voilà, on a les parents, la communauté, les collectivités locales et les ONG ou entreprises. C'est comme une immense toile d'araignée où l'école est au centre. C'est une excellente métaphore visuelle. Et ce réseau montre concrètement comment la gouvernance est transformée. Par exemple, prenons le lien avec les parents. Avant, on leur demandait juste de vérifier les devoirs. Aujourd'hui, on structure leur implication pour qu'ils participent vraiment à la réussite globale et à la vie de l'établissement. Et le lien avec les collectivités locales, c'est surtout pour les murs, non? L'infrastructure? Souvent oui, c'est crucial. L'amélioration des bâtiments, la sécurité, l'eau, l'électricité, ça passe par les collectivités. Sans de bonnes relations politiques locales, votre école tombe en ruine. Et de l'autre côté, vous avez les ONG et les entreprises. C'est vers elles qu'on va se tourner pour financer des innovations pédagogiques ou des projets très spécifiques que le budget de l'État ne couvre jamais. Et d'ailleurs, pour illustrer comment tous ces satellites doivent s'aligner, le module donne une étude de cas hyper concrète. On passe de la théorie à la pratique. C'est la force de cette formation, oui. C'est l'histoire d'une école rurale qui manque cruellement de livres. C'est un cas d'école très classique. Comment ça se gère avec ce nouveau modèle en étoile? Alors, face à ce manque de livres, la direction de l'école ne peut pas juste attendre que le ministère envoie des cartons. Elle va mobiliser les 4 branches du réseau. D'abord, on réunit l'association des parents d'élèves pour qu'ils soutiennent le projet. Ensuite, on approche une ONG spécialisée dans l'accès à la lecture. Qui va fournir les livres? C'est ça. Mais l'ONG va dire « on veut bien vous donner des livres, mais où allez-vous les stocker en sécurité ?» Ah, d'où l'intervention de la collectivité locale. Exactement. Le directeur va voir la mairie. C'est la phase de plaidoyer et de requête pour demander qu'il réhabilite une salle pour en faire une bibliothèque. Et une fois que tout ça est en place, les parents d'élèves peuvent aider à la gestion bénévole du lieu. Vous voyez l'alignement des forces? C'est une vraie mécanique de précision. Mais ce qui est intéressant dans le cours, c'est qu'il précise bien que la bibliothèque, les murs, les étagères, les livres, tout ça, c'est pas le but final.
Non, ce n'est qu'un moyen. Le résultat attendu, c'est l'amélioration de la lecture chez les élèves et le développement d'activités pédagogiques par les professeurs. On en revient toujours au projet d'école. L'infrastructure est toujours au service de la pédagogie. Je trouve ça génial. Et pour former ces futurs gestionnaires, j'ai vu que le cursus propose des activités pédagogiques qui sont en fait des simulations de réunions. J'imagine tellement la scène. Oh oui, les jeux de rôle, c'est très formateur. Ils mettent les étudiants dans des situations de crise, genre les résultats scolaires s'effondrent, il n'y a plus de budget, et ils simulent une réunion entre un directeur, des parents super en colère, et une ONG qui demande des comptes. C'est là qu'on voit si l'étudiant a vraiment compris la différence entre la requête, la négociation et le plaidoyer. Gérer les émotions des parents tout en restant professionnel avec l'ONG, c'est très difficile. C'est clair? Mais alors, pour éviter que ces beaux projets de partenariat ne s'effondrent dans la vraie vie, est-ce qu'il y a une recette secrète? Comment on fait pour que ça tienne sur la durée? Le module identifie 4 principes fondamentaux. Sans eux, le partenariat est mort-né. Le premier, c'est la confiance. Ça paraît évident, mais si les partenaires se méfient les uns des autres, rien n'avance. C'est la base de toute relation humaine, oui. Ensuite, il y a la transparence. Et ça, c'est crucial quand on gère des ressources, surtout financières. Si une entreprise ou une ONG donne des fonds, elle veut savoir exactement où va chaque centime. S'il y a la moindre opacité, le partenaire s'en va et la réputation de l'école est détruite. Ce qui ferme la porte à tous les autres partenaires potentiels par la suite. Tout à fait. Le troisième pilier, c'est la responsabilité partagée. Si le projet de bibliothèque échoue, par exemple, ce n'est pas juste la faute du directeur ou des profs. C'est une responsabilité collective des partenaires. Et inversement pour les succès. Et le quatrième pilier? C'est la recherche d'un intérêt commun. Et là, le directeur doit être fort. Il doit savoir dire non si une entreprise propose de l'argent, mais exige en retour quelque chose qui va à l'encontre du projet éducatif. L'intérêt de l'élève doit rester au centre. Donc le directeur moderne, c'est vraiment un équilibriste. Il doit gérer les égos, les budgets, l'administration, tout en restant le garant de l'éducation. C'est un profil hybride en fait. C'est le mot parfait. Un manager hybride. Il n'est plus seulement un pédagogue. S'il ne maîtrise pas la communication, la négociation et la gestion de projet, ses compétences pédagogiques ne suffiront plus à faire tourner son école. C'est une vraie transformation du rôle de l'école. En résumé, pour ceux qui nous écoutent, on est passé d'une école forteresse, fermée sur elle-même, à un écosystème ultra connecté. L'établissement dépend vraiment de sa capacité à attirer et à gérer de multiples partenaires pour survivre et pour exceller. C'est exactement le message du module de l'ENS et de l'Université Saint-Goar. Mais, et je pense que c'est important de le soulever en conclusion, ça pose une question de fond assez préoccupante. Ah! Mais- Laquelle? Eh bien, si la qualité des infrastructures, l'accès aux livres, la réparation des toits, si tout ça dépend désormais de la capacité du directeur à faire du plaidoyer et de la négociation, Oui, je vois où vous voulez en venir. ne risque-t-on pas de voir se creuser d'énormes inégalités? D'un côté, on aurait des écoles dirigées par d'excellents managers, des leaders charismatiques qui vont attirer plein d'ONG, des entreprises, des budgets locaux. Ces écoles-là vont être suréquipées. Et de l'autre côté? De l'autre côté, on aura des écoles avec des directeurs qui sont peut-être de brillants pédagogues, formidables avec les enfants, mais qui sont de piètres lobbyistes. Des gens qui n'aiment pas réseauter ou négocier avec le maire. Ces écoles-là risquent d'être laissées pour compte avec des ressources très faibles. C'est une perspective qui fait froid dans le dos, en fait. On confierait presque l'égalité des chances au seul talent de communicant d'une poignée de directeurs. Exactement. C'est une dérive possible de ce nouveau management éducatif. C'est une réflexion inédite, mais elle est essentielle quand on étudie ce genre de politique publique. Eh bien, c'est une pensée provocatrice, parfaite pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. Ça laisse vraiment matière à réfléchir sur l'évolution du monde éducatif et sur ce qu'on attend de nos fonctionnaires. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce document passionnant et merci à tous de nous avoir écoutés. On vous laisse méditer sur cette question des inégalités managériales. À la prochaine!